La première intervention, c'est Paul Fournel qui va intervenir, qui est écrivain et qui a été président de l'Oulipo pendant plusieurs années. Merci Brigitte. Vous m'entendez? Oui, super. Comment on dit merci en langue des signes? Comme ça? Ouais. Merci de me traduire. Donc je ne suis pas du tout de votre domaine de compétences, mais je voudrais vous parler d'un groupe littéraire qui a été fondé en 1960 et qui peut vous apporter quelques lumières pédagogiques. Ce groupe a été fondé en 1960 par un scientifique, mathématicien, qui a eu une vie qui ressemblait à un roman, qui était François Le Lyonnais, et par un écrivain que vous connaissez peut-être, qui était Raymond Queneau. Raymond Queneau, l'auteur de Zazie dans le métro, l'auteur des exercices de style, et qui était lui-même un écrivain amateur de haut rang, puisque une suite, dite suite S additive, porte le nom de suite de Queneau. Donc ils ont réuni des mathématiciens, des scientifiques et des écrivains avec l'idée d'essayer d'interroger la science et la mathématique pour savoir ce qu'elle pourrait apporter à la littérature. Et ils ont donc fondé un groupe qui s'appelle Oulipo. Oulipo pour ouvroir, c'est-à-dire un lieu où on travaille. À l'origine, c'était un lieu où les femmes se réunissaient pour broder ou tricoter. Et de littérature, littérature, vous savez en gros ce que c'est, et potentielle, c'est-à-dire une littérature qui n'est pas encore advenue. Donc ils se sont réunis, et ce groupe existe encore aujourd'hui, ce qui en fait un des plus anciens groupes littéraires non académiques dans le monde. Il y a eu jusqu'ici, nous avons eu 41 membres, et la moitié d'entre eux, ou un peu plus, ont été excusés pour cause de décès. C'est ainsi que, disons, donc ils ne sont plus obligés de venir aux réunions ni de participer aux lectures publiques. Ils sont excusés. Donc ce groupe est aujourd'hui très international. C'est intéressant parce que nous avons découvert que nos recherches, en vérité, voyageaient dans beaucoup de langues et donc dans beaucoup de pays du monde. Donc nous avons par exemple Eduardo Berti, qui est argentin, Daniel Levin Becker, qui est états-unien, originaire de Chicago et grandi en Californie. Nous avons Yann Monk, qui est anglais, Oscar Pastior, qui est allemand, Pablo Martín Sánchez, qui est catalan, et Hervé Letellier est parisien, et moi je suis auvergnat, ce qui ne laisse rien présager de bon. Donc le moteur essentiel de la création oulipienne pour les écrivains à l'origine, c'est la notion de contrainte. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut se donner comme contrainte pour essayer de décaler la langue, de la tordre un petit peu. Donc nous nous donnons des règles, nous allons les suivre et cette contrainte va nous aider dans toute la longueur de la création. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas la liberté qui est le chemin le plus facile vers la création, mais très souvent la contrainte est un chemin fécond. Donc on les a explorés, on a produit des tas et des tas de modèles, d'exemples, et puis quelques chefs-d'œuvre au sens du compagnonnage du terme, donc des œuvres faites pour démontrer l'efficacité, et qui appartiennent aujourd'hui à l'histoire de la littérature française. Bon, vous connaissez peut-être La disparition de Georges Perec, un roman tout entier écrit sans utiliser la lettre E, Epsilon de Jacques Roubaud, donc qui est un recueil de poèmes qui reproduit et suit les étapes d'une partie du jeu chinois de Go, Si par une nuit d'hiver un voyageur de Italo Calvino, qui est une progression de Carré de Grémas, nous propose une série longue de débuts de romans, de débuts possibles, de romans possibles, où mon roman Chamboula, qui est construit sur un graphe binaire proliférant, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque paragraphe, le texte bifurque dans deux directions possibles, jusqu'à produire un énorme graphe à 15 étages de construction. Donc très vite, dès la fin des années 70, ou peut-être les années 80, on a commencé à organiser des stages d'écriture, au début à destination d'écrivains seulement.
C'est là où on a pu recruter quelques-uns de nos membres, comme Jacques Jouet par exemple, où on a pu travailler avec des poètes comme Anne Portugal, des gens comme ça qui étaient à ce moment-là de jeunes écrivains. Et il nous est apparu que l'usage de la contrainte stimulait bien sûr notre création propre, le travail des écrivains, mais que ça avait également des vertus pédagogiques très au-delà du petit monde des écrivains. Et donc ces vertus pédagogiques, nous avons voulu les explorer et les exploiter. Donc on a eu l'occasion de travailler avec des tas de publics, nous nous sommes donné l'occasion de travailler avec des tas de publics différents, depuis les professionnels les plus aguerris jusqu'aux débutants les plus débutants. Donc par exemple, j'ai fait écrire des détenus en maison d'arrêt. Donc là, la maison d'arrêt, c'est un peu particulier. Ce sont des gens qui sont fragiles et divers. J'ai également travaillé, c'est le deuxième exemple que je voudrais citer, avec l'école maternelle du lycée français d'Istanbul. J'ai gardé un souvenir assez vif de ce stage parce que j'ai réussi à faire écrire des enfants qui ne savaient pas écrire. Pas encore, ils n'avaient pas encore appris. Ils avaient 4 ans, chose comme ça, 5 ans. Et c'était très intéressant. Donc dans le premier cas, donc dans le cas des détenus, la difficulté consiste à trouver une consigne qui puisse à la fois être comprise et utilisée par des gens qui sont quasiment illettrés, des petits dealers de quartier dont la langue est extrêmement fragile, aussi bien que par des gens de niveau supérieur, ayant fait des grandes études, qui peuvent être des escrocs surdoués ou de magnifiques criminels de haut vol. Donc l'affaire est jouable, mais il faut un peu de bienveillance de la part aussi bien de l'animateur de l'atelier que des membres entre eux aussi, pour pas qu'ils aient tendance à se critiquer les uns les autres ou à se monter dessus. Donc on le fait, on peut le faire, ça ne pose pas de gros problèmes. Bon, dans le cas des jeunes enfants, on a fait un petit exercice, je leur ai donné, ils ont choisi 5 mots, ils les ont appris par cœur, et je leur ai demandé d'écrire un texte dans lequel ces 5 mots devaient apparaître dans l'ordre dans lequel ils étaient donnés sur la liste. Tout ça se faisait par cœur puisqu'ils ne savaient pas écrire. Donc ce qui m'a frappé vraiment le plus, c'est que lorsqu'ils présentaient leur texte, une fois l'avoir écrit mentalement, lorsqu'ils présentaient leur texte, ils changeaient de ton et de niveau de langue, comme s'ils avaient déjà une intuition de la différence entre la langue orale qu'ils pratiquaient avec leurs copains et leurs copines et la langue écrite qu'ils allaient devoir apprendre. Certainement que c'était des enfants qui avaient été formés à l'écoute de livres, de la lecture de livres à haute voix, certainement que leur maman, leur papa, leurs copains, je ne sais pas, leur faisaient des lectures, et donc ils avaient déjà une conscience très claire de la différence entre l'oral et l'écrit. Donc ces expériences ont validé complètement l'idée que la contrainte, telle que nous l'avions élaborée à l'Oulipo, était essentielle dans beaucoup de situations d'apprentissage de l'écriture. Bon, depuis cette date, l'Éducation nationale a validé nos propositions et dans l'enseignement, dans les consignes d'enseignement de l'écriture à l'école, aussi bien au niveau élémentaire qu'au niveau collège et lycée, l'Oulipo a aujourd'hui une part importante et que beaucoup de professeurs considèrent comme décisive. Donc, si l'on en vient à la pratique, à l'exercice de l'écriture, quels sont les avantages pédagogiques de la contrainte ? Le premier avantage de la contrainte, c'est qu'elle libère le participant en effaçant l'appréhension d'avoir à trouver un sujet. J'ai fait cette expérience à plusieurs reprises. Vous entrez dans une salle, vous demandez de but en blanc aux participants qui veulent écrire, d'écrire un texte, et vous allez connaître de très nombreux échecs immédiats. Si vous leur demandez d'écrire un texte en utilisant une liste de mots préalablement choisis, ça s'appelle un logoralie, ils seront au travail avant même d'avoir pensé qu'ils étaient en train d'écrire. Donc c'est là où, dans un premier temps, la consigne va opérer une libération. C'est le premier avantage. Donc la contrainte efface l'angoisse de la page blanche chez les écrivains et la terreur du sujet libre chez les jeunes étudiants et élèves
des classes élémentaires. Donc c'est déjà un énorme avantage. Le second avantage, c'est de déplacer le lieu de la faute. Dans l'écriture, comme on la pratique, l'écriture créative, je parle, comme on la pratique encore trop souvent à l'école, il va toujours une dose de crainte de la faute. Faute de grammaire, faute de vocabulaire, faute de syntaxe et surtout faute d'orthographe que la maîtresse ou le maître traque par habitude autant que par devoir. C'est-à-dire que très souvent, dans l'exercice d'écriture créative, l'orthographe n'est pas un enjeu. J'ai connu, comme éditeur et comme écrivain, des centaines et des centaines d'écrivains de grande qualité qui n'étaient pas des experts en orthographe, je vous l'assure. Donc dans les ateliers, la production des textes que nous faisons est orale. On ne demande pas une production écrite, contrôlée. Il n'y a donc pas d'autre faute que celle qui consiste à ne pas respecter la contrainte. Il n'y a pas d'autre faute. On ne corrige rien d'autre que ça. Il y a une consigne. Elle doit être respectée. Et c'est le seul lieu où on peut commettre une erreur ou faire une faute. Collectivement, donc, les participants à l'atelier écoutent les productions de chacun et c'est eux qui sont gardiens de la contrainte. Ça n'est plus la position du professeur, du maître, non, pas du tout, ni même du chef d'atelier. C'est l'ensemble du groupe qui écoute les textes. Ça oblige à une attention, ce qui est très important, et c'est eux qui garantissent que la contrainte, telle qu'elle avait été définie au départ, est bien respectée par le texte qu'ils entendent. Donc la faute à corriger n'est plus l'affaire du maître ou de l'animateur. Le troisième avantage de la contrainte est le déplacement de la notion de sens. Toujours, lorsqu'on est en face d'un texte, on a tendance à dire « qu'est-ce que ça veut dire ?» Ou bien, si le texte est poétique ou étrange, on dit « ça n'a pas de sens ». Ces expressions-là, dans les ateliers sous contrainte tels que nous les concevons, ces expressions-là n'ont pas cours, seules contre le respect de la consigne de départ. Ce qui n'empêche pas, donc, dans un second temps, une fois que les textes ont été produits, de poser la question passionnante de ce que la contrainte imposée à la langue ou au récit peut provoquer en matière de contenu. Par exemple, qu'est-ce que raconte un livre écrit en français sans la lettre E ? Qu'est-ce que ça signifie ? Que se passe-t-il dans un texte où toutes les voyelles doivent respecter la séquence A-E-I-O-U ? Contrainte d'une séquence vocalique. Italo Calvino a écrit de très jolis poèmes de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on rajoute à un texte lorsqu'on lui ajoute une phrase entre chaque phrase ? Le tireur à la ligne. Lorsqu'on faisait ces exercices-là avec mon ami Jacques Bins, aujourd'hui disparu, nous nous efforcions soit de confirmer le sens du texte en dédoublant sa signification ou en expliquant chaque phrase par une nouvelle phrase, ou au contraire à démentir le sens du texte en injectant entre chaque phrase des phrases qui venaient contredire ce que le texte disait. Donc vous voyez, il y a là des gammes importantes de liberté. Et donc la contrainte, aussi paradoxale que ça puisse paraître, donc libère l'écriture en la délivrant de ses chaînes traditionnelles et en ouvrant de nouvelles voies de jeu et de signification. Donc l'écriture devient un terrain d'expérimentation, il devient pour tous et tous les pratiquants un terrain de surprise. Le jeu est essentiel dans cette approche. Ensuite, rien n'exclut ni la gravité ni la profondeur. Lorsque les spécialistes ont analysé la disparition de Georges Perec, le livre sans E, ils ont proposé comme analyse qu'en vérité c'était un livre sans E, E-U-X, qui était sans son père, mort à la guerre, sans sa mère, morte en camp de concentration. Donc vous voyez qu'on est là dans un domaine où on n'est plus tout à fait dans le ludique. Donc dans le cas particulier d'enfants sourds, je n'ai aucune compétence. Je vous le dis tout de suite, mais s'ils n'ont pas de pathologie associée, il me semble je voudrais souhaiter que ces techniques d'écriture puissent ouvrir un monde ou au moins une langue pour eux. Comment faire ? Bon, tous les enfants peuvent apprendre à écrire, ou presque. Pour les enfants signants, c'est une langue nouvelle, cela peut être difficile. Mais il est nécessaire de commencer tôt, d'adapter les contraintes et de proposer des supports visuels qui peuvent aider à faire une transition
vers la consigne. Par exemple, on peut prendre appui sur des contraintes simples comme l'acrostiche. Oui. Voilà. Vous voyez ici un exemple d'acrostiche, c'est pas très très lisible, mais en fait l'acrostiche est un poème tel que les premières lettres de chaque vers forment un nom. Ici, voilà un acrostiche avec Oulipo. On peut imaginer de faire écrire à partir de leur prénom, à partir d'un mot partagé collectivement. C'est une chose relativement simple à faire et qui est assez gratifiante. On peut regarder, vous voyez par exemple ici, ça c'est l'acrostiche avec chien. Hein, cache un os, hurle à la nuit qui tombe, incapable d'écouter son maître, excellent nageur, n'a peur de rien. Donc vous voyez, on peut faire ce genre de choses qui n'est pas d'une très 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 grande difficulté. On peut proposer par exemple aussi le tautogramme, parce que c'est plaisant visuellement et c'est plaisant aussi. C'est un texte dans lequel tous les mots commencent par la même lettre, sauf bien sûr les mots outils, hein, les petits mots dont on a tous besoin. On peut proposer, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, le logorally, c'est-à-dire vous demandez aux participants chacun de choisir un mot, et ensuite il convient d'écrire un texte avec tous les mots choisis dans l'ordre dans lequel ils ont été choisis. C'est très facile. Désolé, il reste 5 minutes. Mais voilà, j'ai fini. On peut proposer par exemple une BD muette dans laquelle on doit remplir les bulles, soit en essayant de reconstituer les vieilles bulles ou faire des nouvelles bulles. Pour les enfants qui utilisent la LSF, on peut penser au calligramme à la façon d'Apollinaire, qui est un lieu de rencontre entre l'image et le texte. Bon, la liste est longue, et puis comme je n'ai plus de minutes, je n'irai pas au-delà. Parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'au bout donc, de l'acquisition d'une souplesse de l'écrit, quel qu'en soit son niveau, quelle qu'en soit sa disponibilité, se trouve une sorte d'amélioration décisive de la capacité de lecture et par conséquent une ouverture un peu plus large au monde. Donc je vous remercie pour votre attention. Je voudrais vous citer... C'est gentil. C'est gentil. Je voudrais vous citer 3 ouvrages. J'en ai vu quelques-uns là. Merci aux libraires d'avoir apporté quelques livres. Mais il y a l'Atlas de littérature potentielle et La littérature potentielle, qui sont 2 ouvrages de Oulipo parus dans la collection Gallimard Idées, une petite collection de poche blanche. Il y a également Le Petit Oulipo, qui est paru aux éditions La Rue du Monde et qui est adapté aux jeunes lecteurs et qui est un florilège de contraintes assez faciles à utiliser avec les jeunes lecteurs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Vos ouvrages seront cités dans la bibliographie